J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont surmonté des drames. Mais j'ai constaté que dans notre société, beaucoup de temps et d'énergie sont alloués aux agresseurs, mais peu aux victimes et à leurs familles. Pourtant, ce sont ces victimes qui ont la lourde tâche de tenter de se reconstruire afin de continuer à vivre après un drame. Mais la question, en sortons un jour indemne? Ma fille est vraiment morte, là. Elle est là, là. Tout un choc. Je voyais plus le mur, là. C'est pas arrêtable, ce monde-là. Les dossiers s'empilent là, parce qu'ils font pas d'enquête contre les motards. Ça va finir un jour, quand je serai mort. Je vais vivre avec. Je suis capable de vivre avec. Stéphane Luce avait 13 ans lorsque sa mère a été retrouvée presque morte dans son lit. Elle succombera à ses blessures 3 jours plus tard. On a suspecté son conjoint de l'époque, mais il a été libéré, faute de preuves. Depuis maintenant 4 ans, l'enquête piétine. Stéphane a voulu partager avec nous le sentiment profond d'injustice qui l'habite. Ça fait quand même 34 ans, Stéphane Luce, que ça s'est passé, cette affaire. Oui, effectivement. J'étais âgé de 13 ans quand c'est arrivé. Donc, j'étais pensionnaire à l'Académie Michel-Provost à cette époque. Puis, j'étais quand même habitué de ne pas voir ma mère, mais j'étais toujours en contact avec elle. Et puis, à un moment donné, bien, j'étais malade. Et puis, l'école tentait de rejoindre ma mère pour leur dire que j'étais finalement malade puis que je devais retourner à la maison. Ça ne répondait pas. Donc, c'est le lendemain que ma famille est venue me chercher à l'école. Et puis, qui m'ont expliqué... Que ta mère était en mauvaise position. On m'a dit que ma mère avait été battue. Qu'est-ce qui est arrivé à ta mère? Elle a été assassinée? Elle a été assassinée. Dans le fond, elle n'est pas décédée sur le coup. Donc, oui, mais c'est une tentative de meurtre. Il y a quelqu'un qui s'est acharné sur son visage à coups de bâton. Elle s'est défendue parce qu'elle avait les doigts cassés à force de se protéger le visage. Puis, elle avait l'arrière du crâne complètement défoncé quand ils l'ont retrouvée. Donc, elle a dû se revirer de côté là, pour tenter d'éviter ses coups. Et 4 jours plus tard, elle décède de ses blessures à l'hôpital. Effectivement, oui. On a 13 ans. Notre mère est immortelle. Nos parents ne meurent pas. Effectivement. On va y penser plus tard. Oui. Et là, notre mère, on apprend qu'elle n'est plus, mais en même temps dans des conditions épouvantables. Est-ce qu'on se fait une image de sa mère? Est-ce qu'on se questionne? Écoutez, sur le coup, étant donné qu'on m'avait dit qu'elle avait été battue, moi, dans ma tête de garçon de 13 ans, c'était un coup de poing au visage qu'elle avait reçu. Ou je ne pouvais pas imaginer qu'elle était incapable de parler à l'hôpital, qu'elle était dans le coma, qu'elle était maintenue artificiellement en vie. Ça, c'est toutes des choses qu'on me disait pas. Par contre... L'as-tu vu à l'hôpital? Je ne l'ai pas vu, on m'a pas donné l'accès. On disait que je devais avoir 14 ans. Je crois que ça a eu du bon. D'une certaine façon, ça a eu du bon. D'un autre côté, j'ai jamais revu ma mère depuis. C'est ce qui a été le plus difficile, je pourrais vous dire, là, parce que le fait de ne pas la voir... la dernière fois que je l'ai vue, je lui ai dit bonjour, bonne semaine à la station de métro Guy à Montréal, parce que j'allais à l'école. C'est le dernier souvenir que j'ai de ma mère. Donc, de l'imaginer décédée, sans l'avoir vue à l'hôpital ou quoi que ce soit, dans ma tête, je me disais peut-être qu'elle était juste tannée de moi, puis elle est partie, puis... Mais avec le temps, veut pas, la famille te parle, là, tu réalises tranquillement pas vite que ta mère est réellement décédée. Puis en regardant les journaux, le Journal de Montréal, Allo Police, Photopolice, on se rend compte que c'est pas mal plus grave que c'était. Puis c'est beaucoup plus difficile, je pense, à absorber parce que dans le fond, je m'attendais pas vraiment à ça. Donc, ça m'a pris environ 2 ans avant de réaliser que ma mère était vraiment partie. Toi, quand tu as perdu ta mère, tu t'es dit, je vais la retrouver. Est-ce qu'on se met en mode enquête, recherche d'enfants même? Non, j'ai mis toute ma confiance au corps policier. Le corps policier avait déjà déterminé qu'il y avait un suspect là, qui est encore le même aujourd'hui. C'est son ancien copain, le copain qu'elle avait à ce moment-là.
Donc, c'est un copain qu'elle avait eu. Il y a quelqu'un qui est soupçonné et on n'est pas devant aucune accusation parce qu'on n'a pas un dossier assez étoffé pour ramener ce cas devant le tribunal. Exactement. Exactement. Sauf qu'aujourd'hui, avec la technologie, probablement qu'on aurait pu faire des trouvailles parce qu'il y a quand même une empreinte digitale qui a été retrouvée sur l'arme du crime ainsi qu'un cheveu. Mais les policiers ont égaré ça. Le cheveu aurait été détruit dans les années 80 et puis l'empreinte digitale est perdue. Est-ce que tu as rencontré cet homme qui était le nouveau conjoint de ta mère? Oui, je l'ai rencontré à 2 reprises. Quand tu avais 13 ans? Je l'ai rencontré à 14 ans. Je voulais savoir si c'était vraiment lui. Et puis, je me suis rendu chez lui là, pour... Il a confronté? En avoir le cœur net, oui. J'étais accompagné d'un ami, mais pas à l'appartement. J'ai demandé à mon ami d'attendre à l'extérieur. Puis, dans 10 minutes, si je ne suis pas revenu, appelle la police. Donc, au bout de 10 minutes, je suis sorti, puis il ne m'était rien arrivé. Donc, j'avais des doutes quand même que c'était lui, parce qu'il avait beaucoup, beaucoup changé. C'était un homme qui était photographe et puis qui est devenu, à l'intérieur de cette même année-là, un amateur de stock d'armée. Son appartement était rempli de matériel militaire. De matériel militaire, pas des armes, par exemple. J'ai vu beaucoup de sacs de couchage, des walkie-talkies, tout ça. Puis avant, c'était juste des agrandisseurs, des appareils photo. Fait que c'était comme 2 mondes différents, là. Donc, lui aussi, il a changé dans cette année-là. Et lui aussi s'était évanoui dans la nature? Il est parti? Non. Non, ce monsieur-là a habité au même endroit pendant 7 ans. Et puis, en 1988, il avait été battu à coups de bâton, lui aussi, dans une taverne de Montréal. Donc, aujourd'hui, cette personne-là est en chaise roulante et puis peut à peine fonctionner. Et toi, dans ta tête, c'est toujours le coupable? Je suis pas prêt à dire que c'est toujours le coupable. Je suis pas prêt à T'es bon accuser... joueur. Je suis bon joueur, mais il faut avoir la tête froide un peu. C'est facile de vouloir trouver un coupable. Mais ça soulage. Ça soulage, mais je ne trouverai pas un coupable qui n'est pas vrai. Là. Je veux la vérité. Je me ferai pas d'idée tant et aussi longtemps. Je veux dire, là, c'est un meurtre non résolu et puis toutes les hypothèses sont possibles. Donc, tant et aussi longtemps que j'aurais pas une preuve qui m'aurait été fournie par les policiers. À 13 ans, Stéphane, une mère, c'est une image quasi parfaite. C'est la femme idéale. Oui, c'était mon ami, ma mère. Les fêtes de semaine, je visitais ma mère, et puis on faisait de la photo, on développait nos films, etc. Donc, on avait beaucoup de complicité. Est-ce qu'à quelque part, tu as eu un doute sur ta mère? Quel genre de femme était-elle véritablement? Oui, oui, absolument. À quoi on pense? On pense, bien, ma mère était photographe pigiste, donc peut-être qu'elle aurait pris des photos, qu'elle n'aurait pas eu d'affaires à prendre. À part de ça, c'est une femme d'affaires. C'est une femme qui travaillait à Montréal, qui avait beaucoup d'amis. Donc, puis, étant donné que j'avais juste 13 ans, c'est sûr que les détails de sa vie, elle ne me les fournissait pas. Donc, c'est assez difficile. On les apprend après coup. On les apprend après coup. Là, on réfléchit, puis on essaie de trouver des pistes de solutions, mais... Pas de preuves, pas d'accusation. Pas de preuves, pas d'accusation. Celui que tu soupçonnes être à l'origine de cette affaire-là a été rencontré par les policiers, je présume? Oui. Oui, effectivement. On lui a même demandé en 2010 ou 2011 de se présenter au poste de police pour des questions supplémentaires. Puis imaginez-vous qu'ils ont le droit de refuser. Donc, on refuse, on passe à autre chose. Est-ce que pour toi, on dit que c'est un dossier toujours ouvert à la police. Pour toi, est-ce que c'est une affaire qui est close? Non. C'est une affaire qui était close pendant des années. Qu'on m'a dit souvent, non, c'est pas fermé, mais c'est ouvert. Mais si on posait des questions, mais un instant, il faut fermer le dossier, faut que je me mette au parfum, donc c'était pas ouvert, il n'y a pas personne au courant. Là. Alors, ta mère décédée ne t'appartient plus. Non. C'est comme si c'était plus à toi, cette affaire-là. Exactement. Occupe-toi-en pas, on s'en occupe. Si on a de quoi, on te le dira. Cette partie-là, je suis prêt à accepter de le faire. Sauf qu'après 34 ans, je pense qu'à un moment donné, les policiers se doivent un peu d'écouter le feeling de la famille qui a vécu autour de tous les gens qui étaient autour de cette personne-là, puis on pourrait les enligner sur d'autres pistes. Au lieu de faire du surplace, on pourrait peut-être explorer d'autres avenues. As-tu découvert des pistes qui viendraient
fournir de l'eau au moulin à l'enquêteur et aux enquêteurs? Pas de piste en tant que telle, mais j'ai des réponses. J'ai fait des petites trouvailles qui font en sorte que, bon, peut-être qu'on pourrait trouver le coupable par rapport à ça. Écoutez, moi, les policiers nous ont toujours dit qu'il n'y avait jamais eu de traces d'effraction, qu'il n'y a pas eu de vol, etc. C'est pas vrai? À mon avis, non. À mon avis, il y a eu traces d'effraction parce que je me souviens très bien avoir vu des traces d'effraction puis qui étaient fraîches. L'aluminium des cadrages de fenêtres percées était encore sur le bord de la fenêtre. Donc, c'était vraiment une trace d'effraction. Et puis, dans le dossier de rapport de police, on dit que les fenêtres étaient réparées. Je trouve ça étrange. Ça va à l'encontre de ce que je pense. Et puis, le fait qu'on prétend que ma mère aurait répondu à la porte, ma mère portait des lunettes qui avaient une force de moins 11. Donc, moins 11, ça prend ses lunettes. Puis quand on regarde des photos de quand on l'a retrouvée, ses lunettes sont sur la table de chevet. Et puis, donc, il aurait fallu qu'elle... Elle n'a pas eu le temps de faire ça. Elle n'a pas eu le temps de faire ça. Puis, en principe, s'il y aurait eu quelqu'un dans la maison, il aurait fallu qu'elle accepte que cette personne-là reste à la maison pour enlever ses lunettes avant de se coucher. Donc, il y avait quelqu'un qui la cherchait, qui la harcelait tout le temps. Je me faisais souvent suivre par cette personne-là. On me demandait... Mais qui n'est pas le conjoint de... Qui n'est pas le conjoint, non. Oh! Oui, oh. Voici un autre acteur dans ce film. Oui. De New York, Pakistan, en passant par Bombay, Bagdad et Londres. Portrait d'une guerre complexe, atypique et vicieuse qui fait rage sur tous les continents depuis près de 15 ans. Le djihad au XXIe siècle, vendredi 20h sur Investigation. En vacances, on aime la modération. À peine sorti de l'avion, on connaît déjà tout le monde par son prénom. On mange tout le monde ensemble. On fait des pyramides géantes. Et des nuits entières de salsa. Qu'on finit avec un pain de minuit. Côté alcool, c'est modéré. C'est-à-dire? Maximum pour les femmes, 2 verres par jour. Et 10 par semaine. Pour les hommes, 3 par jour. Et 15 par semaine. Et on ne boit pas tous les jours. Modérer l'alcool, ça veut pas dire modérer le plaisir. Et du alcool, la modération a bien meilleur goût. Vos gestes les plus ingénieux n'arrêteront pas le rhume et la grippe. Mais de saines habitudes avec l'Issol pourraient t'aider. Santé Canada recommande de se laver les mains régulièrement et de désinfecter les surfaces. Pendant cette saison de la grippe, l'Issol s'est donné pour mission d'enrayer 99,9% des microbes pour aider à garder la maison en santé. Votre dos vous fait encore souffrir? Les douleurs au bas du dos vous enlèvent toute énergie. Si vous ressentez des douleurs intenses dans le bas du dos, essayez B-Active, un système d'acupression révolutionnaire qui aide à soulager les douleurs du bas du dos, du fessier et des jambes. Il suffit d'enfiler B-Active, de bien l'ajuster avec la courroie et ainsi soulager la douleur. Regardez, les douleurs se répandent parfois du bas du dos vers le bas. Il suffit alors d'ajuster B-Active sur un point défini du mollet pour calmer la douleur. Le secret, le coussinet AcuPoint Pressure applique une légère pression sur le nerf et aide à atténuer les douleurs ressenties au bas du dos. Je n'ai qu'à l'enfiler. J'attache la courroie et je sens la pression exercée derrière mon genou. Wow, je sens déjà un réconfort. J'aurais aimé en faire la découverte il y a quelques mois. Il me semble que les muscles se détendent complètement. J'ai pas du tout envie de vous le remettre. Vous pouvez maintenant reprendre vos activités préférées grâce à B-Active pendant vos exercices ou en compagnie des enfants. Discret et parfaitement dissimulé sous vos vêtements et si confortable même pendant votre sommeil. B-Active s'ajuste parfaitement à presque toutes les jambes. B-Active aide toujours à atténuer les douleurs. Constatez-le vous-même. Le coussinet applique une légère pression qui atténue les douleurs ressenties aux nerfs et au bas du dos. Vous obtenez le coussinet AcuPoint de B-Active pour seulement 19,99 $. Mais ce n'est pas tout. Appelez maintenant et nous doublerons l'offre. Ne payez que des frais séparés de livraison. B-Active est aussi accompagné d'une garantie de remboursement de 30 jours. Si vous n'en ressentez pas des effets bienfaisants après cette période, retournez-le. Vous obtenez 2 B-Active, une offre incroyable pour seulement 19,99 $. Appelez ou visitez-nous en ligne. Pour commander B-Active, appelez le 1-800-467-9514 ou visitez-nous en ligne au www.achetezbactive.ca. Stéphane Luce avait 13 ans lorsque sa mère est morte mystérieusement. Depuis maintenant 33 ans, l'enquête piétine.
Ta relation avec l'ami de ta mère, est-ce qu'elle était correcte ou si c'était le rival dans la famille? J'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de confrontation avec cet homme-là. J'ai jamais ressenti d'agressivité. Il y avait beaucoup de soucis pour ma sœur. Elle était handicapée, donc non. Aujourd'hui, je pourrais pas dire, ouais, il y a des signes que... Mais ma mère était belle. J'ai toujours dit que ma mère, c'était sa beauté qui l'avait tuée parce qu'il y avait beaucoup d'hommes qui tournaient autour d'elle. Il y avait quelqu'un qui la cherchait, qui la harcelait tout le temps. Donc, on avait des téléphones il y avait ça anonymes. aussi? Oui, moi, je me faisais souvent suivre par cette personne-là. On me demandait... Mais qui n'est pas le conjoint de... Qui n'est pas le conjoint, non. Oh! Oui, oh. Voici un autre acteur dans ce film. Oui, oui. Donc, j'ai pas... On sait où il est, tu le connais? Je le connais pas, je l'ai jamais revu, mais cette personne-là était très, très insistante envers ma mère et puis... Pour essayer de gagner son cœur et sa confiance? Effectivement. Elle avait déjà sorti avec cette personne-là dans le passé. Je sais c'est qui. Il est toujours de ce monde, toujours à la même adresse aujourd'hui. J'en ai parlé aux policiers. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui débloque de ce côté-là. Mais... Est-ce qu'il y a des éléments qui ont... T'sais, on est quasiment dans un scénario de film. Hein? Oui. Je me sens dans un scénario de film. Est-ce qu'il y a des éléments de preuve qui sont disparus? Oui. Il y a une empreinte digitale qui est disparue. Il y a le cheveu de l'assassin, du meurtrier, bien, supposément cheveu du meurtrier, qui était retrouvé dans le sac à ordures. Parce qu'en fait, c'est un manche de mop commercial, d'environ 1 pouce et quart de diamètre, de 26 pouces de long, emballé dans un sac à ordures, enrubanné de rubans électriques, 5 rubans électriques sur cette arme-là. Qui a servi à frapper ma mère, qui a été retrouvée sur le terrain, derrière le cabanon, là, chez nous, après le meurtre. Et puis, ni le sac, ni les 5 rubans, ni le cheveu et ni l'empreinte sont retrouvables aujourd'hui. Ça n'existe plus? Ça n'existe plus. L'arme du crime n'existe plus? Que le bâton. Il n'y a que le bâton qui existe encore. Pour le cheveu, apparemment, qu'il y aurait eu un ordre de destruction dans les années 80 là, du laboratoire de police scientifique. Il aurait apparemment acheté 3 tiroirs remplis de lamelles contenant le cheveu, entre autres, mais probablement du sperme ou du sang de d'autres cas là, à Montréal. Donc, d'une certaine façon, c'est assez inquiétant. S'ils sont capables de jeter un cheveu qui appartient à un suspect de meurtre, j'imagine que... Il doit y avoir d'autres choses qui ont disparu dans d'autres cas. Effectivement, oui. En tout cas, ça ouvre à penser ça. C'est ce que je pense depuis le début. Ouais. Le temps physique consacré à tenter de solutionner cette mort-là, plus la préoccupation psychologique qui doit occuper énormément de temps, est-ce que ça t'a empêché d'être l'homme que tu voulais être? Je vous dirais que oui. Ça a nuit beaucoup à mes études. J'étais un petit gars qui était quand même bon à l'école, qui avait de l'ambition, qui avait une mère aussi qui poussait au niveau des ambitions. Ce que ça a fait, c'est que, il y a eu un relâchement, un désintérêt total par rapport à ça. J'ai pas droppé, mais il reste que mes notes ont baissé. Et puis, rendu au secondaire 5, j'ai décidé de partir, voyager, partir du Québec, puis me changer les idées là, comme il faut. Là. Est-ce que cette pensée te hante encore ou si ça fait partie d'une expérience de ta vie pour laquelle tu voudrais peut-être un jour avoir réponse, mais ça ne vient pas hypothéquer ce que tu es? Ça hypothèque pas ce que je suis, mais il y a une place à tous les jours pour ça. À tous les jours, je pense à ma mère, à tous les jours. C'est une grosse injustice. C'est vraiment injuste ce qui s'est passé. Et puis, comment je pourrais vous dire? On se demande si on va voir la fin de ça un jour. Je m'attends pas à avoir une réponse de qui a fait ça. Honnêtement, M. Mongrain, je pense pas qu'un jour on me dise « on l'a attrapé ». Je le souhaite, mais avec le manque de preuves puis le silence de tout le monde, je crois que c'est peine perdue. Vous demeurez l'enfant de 13 ans qui a perdu sa mère à quelque part. Oui, oui. Mon temps et l'homme de 47 ans qui enquête sur la vie de cet enfant de 13 ans qui a perdu sa mère de façon dramatique. Effectivement. Oui. Il y a comme un deux personnages en vous. Oui, d'une certaine façon, oui. Oui, parce que tous mes souvenirs me ramènent à 13 ans. Je veux pas. Il faut que je pense comme quand j'avais 13 ans. Il faut que je constate comme quand j'avais 13 ans. Mais aujourd'hui, avec le recul, je peux me permettre d'aller chercher, imaginer des hypothèses. Ça, c'est intéressant que l'homme de 47 ans emprunte les yeux d'un enfant de 13 ans pour voir les lieux où l'affaire s'est produite et en tirer aujourd'hui des conclusions matures. Effectivement. Faut
veux pas rien inventer. Je veux pas m'imaginer quoi que ce soit. Je veux pas faire fausse route. Je veux rester certain. Est-ce que cet rationnel que vous semblez entretenir, nourrir, mettre de l'avant, vous a aidé à vous couper de certaines émotions, de peine, de déchirement, de traumatisme? Oui. Oui. J'ai pleuré ma mère 2 fois. À l'annonce de sa mort, puis à la vue de son cercueil. C'est tout. Étant donné que j'ai pas de réponse, je peux pas être fâché après rien, sauf le fait de l'avoir perdu, injustement. Aujourd'hui, je suis plus fâché envers la façon dont l'enquête s'est passée dans les années 80-90 que du fait même de l'avoir perdu, parce que là, je me dis, bon, OK, j'ai perdu ma mère, c'est une chose. Je suis supposé avoir confiance au corps policier, au moins ils ont tous les éléments pour pouvoir travailler. Puis je me rends compte, rendu une fois adulte, qu'ils ont plus. Là, c'est une deuxième frustration, parce que je suis très limité, j'ai les mains liées, je peux rien faire pour ça. Ça fait quand même 34 ans. C'est loin. C'est loin. Mais il y a beaucoup de policiers retraités depuis 7 ans. Oui. Ils sont tous retraités, d'ailleurs. Il n'y en a plus qui travaillent qui travaillent encore au poste de police, qui étaient là de l'époque. Je les ai rencontrés dans le passé, par contre. Puis mes rencontres n'ont pas toujours été faciles non plus, parce qu'on me demandait d'arrêter de jouer au détective. Mais... Bien, sûrement. Ouais. Mêle-toi de tes affaires. C'est ça. Puis on s'en occupe. J'avais comme réponse que je me mêlais de mes affaires. C'est de mes affaires. On parle de ma mère. Il n'y a pas personne qui va me dire de ne pas penser puis de ne pas travailler sur le cas ou de ne pas tenter d'aider les autorités. J'ai toujours offert mon aide aux policiers, puis on a toujours refusé. Et si ça ne finissait pas? Ça va finir un jour, quand je serai mort. Je vais vivre avec. Je suis capable de vivre avec. Merci beaucoup, Stéphane. Ça me fait plaisir.